Je m'appelle Anna, mais dans les rues de Michoacán, on ne m'a jamais appelée ainsi. Là-bas, j'étais la reine. Pendant des années, ce nom résonnait comme une légende, murmuré dans les cantinas, un nom qui inspirait à la fois crainte et fascination. J'ai tué, j'ai ordonné des massacres. J'ai dessiné des plans qui ont transformé des villes entières en champs de guerre. Aujourd'hui, je brise le silence, parce que le poids de mes souvenirs est devenu plus lourd que mes cicatrices. Je ne suis pas ici pour me disculper, ni pour inventer des excuses. Je suis ici pour avouer. Oui, j'ai plongé mes mains dans le sang. J'ai façonné la peur comme une arme. J'ai orchestré la nuit la plus sombre de Michoacán. Une opération qui, en quelques heures, a paralysé tout un État. Une opération dont les échos se font encore entendre chaque fois que la sirène d'une ambulance perce la nuit, chaque fois qu'une mère serre son enfant, en craignant qu'il ne revienne jamais. On m'appelait Sicaria, mais la vérité est que j'étais bien plus. Je n'étais pas seulement le doigt qui presse la gâchette. J'étais le cerveau qui choisissait où, quand et contre qui tirer. Quand elle, Tisico, le chef de la familia michoacana, m'a convoqué une nuit de 2019. Il m'a dit « Montre-leur que nous ne sommes pas morts. Montre-leur que la familia est toujours la familia. » Ces mots sont devenus ma mission. Et de cette mission est née Tormenta Purpura, la tempête pourpre. Pourquoi ce nom? Parce que le pourpre, c'est la couleur des rois. Et moi, dans ce monde de mort et de poudre, j'étais la reine sur l'échiquier. Chaque pièce que je déplaçais, chaque cellule de tueur que je déployais, faisait partie d'une symphonie de terreur que moi seule pouvais diriger. Cette nuit-là, ce ne fut pas un simple affrontement entre cartels, ce fut une démonstration de pouvoir absolu. J'ai vu des commissariats réduits en cendres des routes, bloqués par des camions en feu, des marchés silencieux, où régnait la peur. J'ai vu les forces fédérales courir d'une ville à l'autre, comme des chiens affolés, incapables de comprendre que tout ce chaos n'était que l'œuvre d'une seule femme. Et à l'aube, quand le soleil s'est levé sur Zitácuaro, à Patzingan-Uruapan, Edmore Elia Michoacán n'était plus le même. Le sang et la fumée avaient dessiné une nouvelle frontière. C'est cette nuit-là qui a fait de moi une légende, mais c'est aussi cette nuit qui m'a condamnée. Parce que lorsque vous osez défier l'État, tôt ou tard, l'État vous écrase. Ce que je vais raconter ici, personne ne l'a jamais entendu, avec autant de détails. C'est mon aveu, mon héritage maudit. Je vous préviens, ce récit ne sera ni héroïque, ni glorieux. Ce sera cru, douloureux, plein de contradictions. Mais si vous cherchez la vérité sur la reine, sur la femme qui a tenu Michoacán entre ses doigts ensanglantés, alors écoutez-moi. Mon histoire commence par cette nuit, où j'ai choisi de plonger tout un État dans la tempête. On croit souvent que les criminels naissent avec le mal dans les veines, que nous venons au monde avec un cœur déjà noirci, incapable d'aimer, incapable de ressentir autre chose que la violence. Mais ce n'est pas vrai. Avant d'être la reine, j'étais juste Anna, une petite fille née dans un coin poussiéreux de Michoacán, là où les routes se brisent en cailloux. Et où les rêves meurent avant même de grandir. Je me souviens de ma maison comme d'un endroit toujours trop bruyant, trop tendu. Mon père travaillait parfois, mais plus souvent, il buvait. L'alcool lui donnait une force aveugle, une colère qui tombait sur ma mère et sur nous les enfants. Ma mère, elle avait appris à se taire. Elle encaissait les coups, comme d'autres encaissent la pluie. Ses yeux me parlaient plus que ses mots. Tiens bon, Anna, tiens bon. J'ai appris très tôt que la pauvreté n'est pas seulement l'absence de pain sur la table, c'est l'absence d'avenir. Quand les enfants des familles honnêtes allaient à l'école avec des cahiers propres, moi je vendais des fruits sur la route nationale
espérant récolter quelques pesos. Chaque voiture qui passait me semblait être un monde lointain, inaccessible. Mais la vraie blessure, celle qui m'a marquée à jamais, c'est la nuit où mon frère aîné Miguel a disparu. Il n'avait que 15 ans. Un groupe armé l'a enlevé à la sortie du village. Personne n'a jamais osé poser de questions. Les hommes en camionnette noire régnaient sur nos rues plus que la police. On a dit qu'il avait été recruté de force par les Viagra. D'autres murmuraient qu'il avait été exécuté parce qu'il avait refusé. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Ce vide-là, c'était comme un trou dans ma poitrine. J'avais 13 ans, et ce jour-là, j'ai juré que je ne serais plus jamais une victime. La peur qui paralysait ma mère, les larmes silencieuses des femmes du quartier, l'impuissance des hommes qui baissaient la tête. Je les ai gravés dans ma mémoire comme un poison. Je voulais une arme, je voulais un pouvoir que personne ne pourrait m'arracher. À l'école, j'étais déjà différente. Je regardais les autres filles rêver de mariage, de robes blanches et de vie tranquille. Moi, je rêvais de vengeance. Je rêvais de revenir un jour avec assez de force pour faire trembler ceux qui avaient détruit ma famille. Mais comment une adolescente sans argent, sans appui, pouvait-elle se hisser dans un monde dominé par les hommes, par la poudre et par la mort? Le destin s'en est chargé. À 16 ans, j'ai commencé à fréquenter des garçons plus âgés qui portaient des pistolets comme d'autres portent des montres. Leur langage était rude, leurs gestes violents, mais ils avaient quelque chose que je n'avais jamais connu, le respect des autres. Dans les cantinas, on leur offrait à boire, dans les rues, on leur laissait le passage. Ils parlaient de voitures, de maisons, d'argent, comme si tout cela tombait du ciel. J'ai compris alors que la pauvreté n'était pas une fatalité. Il existait un raccourci, dangereux, sanglant, mais réel. Quand je repense à Anna, la petite fille qui vendait des fruits au bord de la route, j'ai envie de lui dire « Fuis, sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Non. Mais je sais que je ne l'aurais pas écouté. Parce que déjà, au fond de moi, l'ombre s'était installée. Déjà l'idée que le monde était une guerre et qu'il fallait choisir entre chasseurs et proies me semblait naturelle. C'est dans cette enfance volée que s'est forgée la reine. Pas dans les armes, pas dans le sang, mais dans la faim, la peur et la solitude. Quand vous êtes privé d'amour, privé de justice, privé de futur, il ne reste qu'une chose à conquérir, le pouvoir. Et j'étais prête à tout pour l'obtenir. La première fois que j'ai senti l'odeur de la poudre, ce n'était pas lors d'un affrontement, mais dans une cour poussiéreuse derrière une maison abandonnée. J'avais 16 ans et un garçon du quartier, qu'on appelait El Gato, m'avait proposé de le rejoindre pour voir de près comment ça se passe vraiment. J'étais curieuse, mais plus encore avide de franchir cette frontière invisible entre les spectateurs et les acteurs de la violence. El Gato n'était pas plus âgé que moi, mais il travaillait déjà comme halcón, un guetteur payé par la familia Michoacana. Il surveillait les rues, notait les allées et venues de la police, envoyait des messages rapides pour prévenir les supérieurs. Ce soir-là, il m'a emmené dans un lieu de réunion discret, un patio fermé où une dizaine d'hommes riaient fort autour de bouteilles de bière et d'armes étalées sur une table, comme si c'était des jouets. Leur regard sur moi était un mélange de méfiance et de convoitise. Dans ce monde, les femmes servaient souvent de distraction, rarement de stratège. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je voulais qu'ils comprennent que je n'étais pas une simple fille du quartier. J'ai dit d'une voix ferme, « Je ne suis pas venue pour boire, je veux apprendre. » Momo, un silence lourd a suivi, puis un homme qu'on appelait El Chango a
éclaté de rire. Cette gamine croit qu'elle peut être une de nous. Mais un autre plus calme m'a observé longuement. On l'appelait El Professeur. Ancien militaire, il avait ce regard froid et méthodique de ceux qui ont vu la mort de trop près. Laissez-la, a-t-il dit. Si elle veut apprendre, qu'elle prouve qu'elle n'a pas peur. Et Antonio, pour ma maman, il m'a tendu un revolver. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes tempes. Tire, m'a-t-il ordonné, en pointant une vieille boîte de conserve posée sur un muret. Mes mains tremblaient, mais pas mes yeux. J'ai tiré. Le bruit a déchiré la nuit. Mes oreilles ont sifflé. Et le métal de la boîte a éclaté, en éclats brillants sous la lune. Les hommes ont applaudi. Erin et moi, je n'ai pas souri. Je savais que ce geste simple, anodin en apparence, venait de tracer une ligne que je ne pourrais jamais effacer. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à les suivre. Pas officiellement, pas encore. Mais je guettais avec eux. J'écoutais leurs conversations. Je mémorisais les codes. Je découvrais un langage nouveau. Les territoires, les cargaisons, les ennemis. On parlait de dollars, comme d'une pluie infinie de voitures blindées, comme de simples outils de travail. Et chaque fois que je rentrais à la maison, les murs de ma pauvreté me semblaient plus étroits, plus suffocants. Un jour, le professeur m'a prise à part. « Tu as quelque chose de différent, » m'a-t-il dit. Pas seulement du courage. Tu observes, tu calcules. Les autres veulent tirer pour se sentir fort. Toi, tu réfléchis avant de bouger. Ces mots ont enflammé en moi une conviction nouvelle. J'avais ma place non pas comme amante ou comme proie, mais comme joueuse. La première mission qu'on m'a confiée était simple transporter un paquet d'un point A à un point B. Pas d'armes, pas de sang. Mais chaque pas que je faisais sur ce chemin me donnait l'impression de plonger plus profondément dans une rivière sombre. Quand j'ai remis le paquet et reçu ma première liasse de billets, j'ai compris que le retour en arrière était impossible. Avec cet argent, j'ai payé des dettes de ma mère. J'ai acheté des chaussures neuves pour ma petite sœur. Pour la première fois, je n'étais plus impuissante. Mais ce pouvoir avait un prix. Les nuits devenaient plus agitées, les rumeurs plus lourdes. Les voisins murmuraient déjà. La fille d'Anna-Marie traîne avec des sicarios. Je savais que je perdais peu à peu l'innocence, mais je m'en fichais. Parce qu'au fond, j'avais trouvé ce que je cherchais. Depuis la disparition de Miguel, une arme contre la peur. Ce fut mon premier pas dans l'ombre. Et une fois que l'on met le pied dans ce monde, l'ombre ne vous lâche plus jamais. Dans un cartel, on n'entre pas simplement en frappant à la porte. On ne signe pas un contrat. On ne reçoit pas un uniforme. L'entrée se paie en sang, en silence et en loyauté. Moi, Anna, je l'ai compris la nuit où l'on m'a convoqué dans un ranch isolé, au cœur de la Sierra, loin des regards indiscrets. Il y avait une vingtaine d'hommes rassemblés autour d'un feu de camp. Les visages étaient graves, l'ambiance lourde. Au centre, El Tisico, le chef du groupe local, m'attendait. Ses yeux noirs me transperçaient comme s'il lisait en moi toutes mes faiblesses. Il m'a fait signe d'avancer. Mes pas crissaient sur la terre sèche. Chaque battement de mon cœur semblait résonner dans la nuit. « Tu veux être des nôtres ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui », répondis-je sans hésiter. Un murmure parcourut l'assemblée. Peu de femmes osaient franchir ce seuil. Alors le rituel a commencé. On m'a bandé les yeux et on m'a conduit à travers un chemin chaotique jusqu'à une petite cabane en bois. À l'intérieur, j'entendais des prières murmurées, des rires étouffés, des cliquetis métalliques. Quand on m'a retiré le bandeau, un revolver reposait sur une table, à côté d'un couteau ensanglanté. Devant moi, un homme attaché sur une chaise, la
bouche bâillonnée et les yeux fous de terreur. « Voici ton épreuve, dit-elle professeur debout à ma droite. Cet homme nous a trahis. Il a vendu des informations au Viagra. S'il reste en vie, d'autres croiront qu'ils peuvent t'en faire autant. Si tu veux entrer, montre que tu comprends. La règle, la trahison se paye de sang. » Mon estomac s'est noué. L'homme gémissait secouant la tête, essayant de parler malgré le bâillon. Je sentais la sueur perler dans mon dos. Pendant un instant, j'ai revu le visage de mon frère Miguel, disparu des années plus tôt. Et je me suis dit, cet homme lui aussi a peut-être une sœur qui pleure. Mais dans le même temps, une autre voix résonnait en moi. Si tu refuses, tu resteras à jamais une spectatrice. J'ai pris le revolver. Mes mains tremblaient à peine étonnamment calmes. J'ai approché le canon de son front. Ses yeux se sont élargis emplis de supplications. J'ai fermé les miens et j'ai tiré. Le bruit sec a fait taire la nuit entière. Quand j'ai rouvert les yeux, l'homme n'était plus qu'un corps inerte, sa tête retombant sur le côté. Un silence solennel s'est abattu. Puis, El Tizico a posé sa main sur mon épaule. À partir de ce soir, tu es des nôtres. Mais souviens-toi, ce que tu as fait ici ne peut jamais être raconté à personne. La bouche fermée, le cœur de pierre. C'est le prix de notre monde. Mais ça, qu'à dire notre honneur. On m'a fait boire un verre de tequila, le liquide brûlant ma gorge, comme pour sceller le pacte. Ensuite, ils m'ont donné un foulard noir, avec l'emblème de la familia. C'était plus qu'un symbole. C'était une chaîne invisible qui m'attachait à eux pour toujours. Sur le chemin du retour, le vent de la montagne me fouettait le visage. Je n'étais plus la même. Je n'étais plus Anna, la fille pauvre de Michoacán. J'étais devenue une soldate du cartel, liée par le sang versé et par le silence imposé. Cette nuit-là, j'ai franchi le point de non-retour. Après le rite, il n'y avait plus de place pour les hésitations. J'étais désormais liée à la familia, et chaque ordre reçu devait être exécuté sans discussion. Les premières missions arrivaient vite, comme pour tester ma fidélité, pour me forger dans le feu du réel. Ma première tâche fut simple en apparence, accompagner une petite équipe pour surveiller un chargement. Ce n'était qu'une livraison de cristal cachée dans des sacs de maïs, destinée à franchir un poste de contrôle local. J'étais Halcon cette nuit-là, posté sur un toit avec une radio grésillante. J'observais les lumières, les ombres, chaque mouvement suspect. Quand j'ai annoncé que la voie haute est libre et que le camion a passé sans encombre, j'ai ressenti une bouffée d'orgueil. J'avais servi à quelque chose. J'étais utile. Mais très vite, les missions devinrent plus lourdes, plus sanglantes. Un soir, le professeur m'a appelé dans une pièce sombre. Sur la table, une carte de Sitacuaro et des photos d'hommes marqués d'un X rouge. Ce sont des vendeurs des Viagra, m'a-t-il expliqué. Ce soir, tu viens avec nous. J'ai senti ma gorge se serrer. Je savais ce que cela voulait dire. Il ne s'agissait plus de surveiller, mais de tuer. La nuit était lourde, étouffante. Nous étions 5 entassés dans une camionnette aux vitres fumées. Mes mains caressaient nerveusement le métal froid d'un fusil d'assaut que je n'avais encore jamais utilisé contre un être humain. Quand nous avons atteint le petit bar où les cibles buvaient, le silence s'est transformé en tempête. Le premier tir n'a pas été le mien. Une rafale a brisé les vitres et les cris ont jailli. J'ai levé mon arme, j'ai visé et j'ai appuyé. Je ne me souviens pas des visages. Je me souviens seulement du sang qui éclabousait le sol, poussiéreux du goût métallique dans l'air et de mes oreilles bourdonnantes après les coups de feu. Quand tous ces trois corps gisaient dans des positions grotesques, j'étais resté debout figé, les mains crispées sur l'arme. El Shango m'a donné une tape dans le dos. Bienvenida, Reina. Maintenant, tu es une vraie.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le regard vide de l'un des hommes s'éteindre. Une petite voix me répétait « Tu as franchi la ligne. Tu es devenue meurtrière. » Mais une autre voix plus forte murmurait « Tu as survécu. Tu as prouvé ta valeur. Personne ne pourra plus jamais t'écraser. » À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les ordres se succédaient. Les missions s'enchaînaient. J'apprenais à conduire des pick-up volés, à manier des explosifs artisanaux, à interroger les rivaux capturés. Chaque fois que je réussissais, ma réputation grandissait. Les hommes qui au départ me voyaient comme une exception fragile commençaient à me craindre. Et dans ce monde, la crainte vaut 1000 fois plus que le respect. La première fois qu'on m'a appelée Reina, ce fut après une embuscade réussie. Nous avions stoppé une cargaison ennemie sur la route d'Uruapan. Mon plan avait été simple mais efficace, bloquer la route avec 2 camions, couper les communications et attaquer dans le noir complet. Quand l'opération s'est soldée par la mort de 6 rivaux et la récupération de toute la marchandise, le professeur a souri. « C'est toi qui as pensé à tout, Anna. Tu n'es plus une soldate. Tu es notre reine. » Et ainsi, peu à peu, Anna disparaissait. La reine naissait. Chaque balle tirée effaçait un peu plus la fille innocente que j'avais été et forgeait cette figure crainte et respectée. Mais je savais déjà au fond que chaque victoire me rapprochait aussi de l'abîme. Il y a un moment dans la trajectoire d'un criminel où la peur cesse d'exister. Non pas parce que l'on devient invincible, mais parce que l'on s'habitue au goût du sang, au claquement sec, des armes aux cris étouffés de ceux qui tombent. Moi, Anna, je n'étais plus la gamine qui tremblait devant un revolver. J'étais devenue la femme dont le nom suffisait à faire frissonner un État entier. Ma montée en puissance n'a pas été le fruit du hasard. Ce fut une construction patiente, méthodique. J'observais, je calculais, je déplaçais mes pièces sur l'échiquier comme un joueur d'ombre. Chaque opération réussie augmentait mon influence. Et bientôt, El Tizico lui-même me confiait des missions que personne d'autre n'osait accepter. C'est ainsi qu'est né Tormenta Purpura, mon chef-d'œuvre stratégique. 3 semaines de préparation d'espionnage de repérage nocturne. Mes informateurs m'envoyaient des données sur les rondes policières, les itinéraires des Viagra, les points faibles des communications. Je dormais à peine obsédée par l'idée de créer une symphonie de chaos qui résonnerait à travers Michoacán. Le 15 mars 2019, à 3h47 du matin, la tempête s'est abattue. Zitácuaro s'est embrasé la première 5 camionnettes blindées, encerclant le poste de police des Grenades, explosant dans la nuit. Les sirènes étouffées avant même de pouvoir retentir. En parallèle, mes hommes frappaient à Apatzingan, effaçant 3 points de vente des Viagra en une seule rafale. Chaque cadavre laissé sur l'asphalte portait une marque au front, la lettre F. La signature de la Familia. Ma signature. Mais le coup le plus audacieux eut lieu à Morelia. Tandis que les autorités couraient d'une ville à l'autre, incapables de comprendre la logique du chaos, une cellule menée par mes hommes les plus fidèles s'infiltrait dans le pénitencier de 1000 Combres. 18 de nos frères sortirent libres armés et prêts à reprendre le combat. Parmi eux, El Lobo, celui qui deviendrait mon lieutenant le plus proche. Et plus tard, ma plus douloureuse trahison. Pendant 4 heures, Michoacán n'appartenait plus ni à l'État, ni au Viagra. Il m'appartenait. Même les routes étaient sous mon contrôle. À Uruapan, nous avions pris la gare routière, imposant notre droit de passage à chaque transporteur. Pour la première fois, je n'étais pas seulement une exécutante,
J'étais une reine, une stratège, qui pouvait paralyser un territoire entier d'un seul geste. Le lendemain, les journaux parlaient de la nuit la plus sanglante de Michoacán. 16 morts, des dizaines de blessés, une prison violée. Mais ce que les chiffres ne disaient pas, c'était la peur gravée dans les regards, le silence des commerces fermés, les mères refusant de laisser sortir leurs enfants. Le véritable pouvoir n'était pas dans les balles tirées, mais dans le climat de terreur que j'avais su instaurer. Pour la familia, ce fut une renaissance. Nos territoires s'élargirent, nos revenus triplèrent. D'autres sicarios de cartels voisins cherchaient à travailler pour moi. Et même mes ennemis commençaient à prononcer mon nom avec une prudence nouvelle. Les hommes qui m'avaient autrefois regardée comme une étrangère m'écoutaient désormais en silence. J'étais devenue l'architecte de notre empire. Je ne nierai pas que j'ai aimé ce pouvoir. Le luxe soudain, les voitures rutilantes, les fêtes, où l'alcool coulait comme une rivière. Mais derrière chaque sourire, je voyais la peur. Derrière chaque accolade, je sentais la trahison possible. Car plus on grimpe, plus l'air se raréfie. Et moi, à ce sommet, je commençais déjà à percevoir le vertige. J'étais la reine, oui. Mais une reine dans un royaume bâti sur des cadavres et des ruines. Et je savais que tôt ou tard, le sang qui m'avait porté me réclamerait son dû. Quand on parle d'un cartel, on imagine souvent des armes, de l'argent et des cadavres abandonnés dans la poussière. Tout cela est vrai. Mais la véritable force d'une organisation comme la Familia Michoacana réside dans ces règles invisibles, dans ce mélange de luxe et de terreur qui enserre chaque membre comme une chaîne indestructible. À l'intérieur, la loi du silence dominait tout. Celui qui parlait mourait. Celui qui doutait mourait. Celui qui hésitait mourait. Les ordres descendaient comme des éclairs. Et personne n'osait les questionner. Moi-même, malgré mon ascension, je n'étais pas au-dessus de ces lois. J'avais simplement appris à les manipuler. Je savais qui flatter, qui intimider, qui éliminer pour maintenir ma place. Les soirées de la famille ressemblaient à des scènes irréelles. Villas illuminées, piscines remplies d'alcool, plus que d'eau, tables couvertes de billets de bijoux de femmes, offertes comme des trophées. Pourtant, derrière chaque rire, il y avait la peur. On dansait, on buvait, mais chacun savait que le moindre faux pas pouvait transformer la fête en exécution publique. Je me souviens d'un banquet à Apatzingan. El Tisico, assis en bout de table, riait bruyamment en racontant une opération réussie. À sa droite, un lieutenant plaisantait trop, parlait trop fort. Soudain, un silence glaçant a traversé la salle. Deux hommes se sont levés, ont sorti leurs armes et, sans prévenir, ont tiré une balle dans sa tête. Son corps s'est effondré sur la nappe blanche, éclaboussant de rouge, les assiettes encore pleines. Personne n'a bougé. Personne n'a crié. On a juste continué à manger comme si de rien n'était. Voilà ce qu'était la vie à l'intérieur. Une mascarade constante entre gloire et mort. Pourtant, dans ce théâtre macabre, je m'étais taillé une place unique. Contrairement à beaucoup, je ne me contentais pas de tirer. J'étais une stratège, une femme qui observait et planifiait. Cela me donnait un pouvoir rare. Les hommes m'écoutaient parce que mes plans fonctionnaient. Mais cela attisait aussi la jalousie et la méfiance. Chaque victoire renforçait ma légende, mais augmentait aussi le nombre de couteaux pointés dans mon dos. C'est à cette époque que je me suis occupée personnellement d'El Coyote, un ancien frère devenu traître. Je l'ai traqué seul, sans escorte, comme je le faisais toujours, lorsqu'il s'agissait de régler des comptes personnels. Je l'ai trouvé attablé avec sa famille. Je n'ai pas touché à sa femme ni à ses enfants. Mon code était clair, les innocents ne payaient pas.
Mais lui, il devait mourir. Je lui ai laissé 10 minutes pour dire adieu à ses fils, puis je l'ai exécuté d'une balle nette en laissant sur son corps une note. La pression se paga consangre. Signé la Reina. Ce geste n'était pas seulement un acte de vengeance. C'était un message envoyé à tous ceux qui auraient pu rêver de me trahir. Le respect dans ce monde ne se gagne pas par les promesses, mais par la peur. Et moi, j'étais devenue l'incarnation de cette peur. Mais à mesure que je consolidais mon pouvoir, je sentais aussi la solitude m'envahir. Les hommes riaient autour de moi, mais aucun ne m'approchait sans calcul. J'étais entourée mais isolée. Chaque toast, chaque accolade pouvait cacher une lame. J'avais tout l'argent, les armes, la loyauté forcée de dizaines d'hommes. Mais je n'avais plus rien d'humain. À l'intérieur de l'Empire, j'étais reine, oui. Mais une reine assise sur un trône d'os regardant ses sujets danser entre la gloire et la tombe. Et au fond de moi, je pressentais que ce royaume ne durerait pas. À l'extérieur, on croyait que nous étions les maîtres de Michoacán. On disait que la familia Michoacana imposait sa loi, que nos fusils étaient la seule autorité reconnue dans les villages. Mais à l'intérieur, moi, je savais que ce n'était qu'une moitié de vérité. Car derrière chaque cartel, derrière chaque opération, il existe une toile invisible tissée par des mains bien plus puissantes que les nôtres. Je l'ai découvert peu à peu, au fil des réunions clandestines. Des hommes en costume entraient dans nos ranches protégées, non par des sicarios, mais par des gardes du gouvernement. Ils ne portaient pas nos tatouages, ils n'avaient pas nos cicatrices, mais leurs paroles valaient plus que nos balles. Policiers, politiciens, entrepreneurs, tous négociaient avec nous. Ils fixaient des quotas, exigeaient des parts, dictaient parfois même nos cibles. Nous n'étions pas des rois, seulement des pions sur un échiquier plus vaste. Un soir à Morelia, j'ai assisté à une rencontre qui m'a ouvert les yeux. Un député régional souriant s'est assis à notre table. Il a levé son verre de whisky et dit calmement « Tant que vous tenez les Viagras occupés, nous fermerons les yeux. Mais si vous dépassez certaines lignes, nous serons obligés de vous sacrifier. » Ces mots m'ont glacé. Nous nous croyions intouchables. Mais en réalité, notre survie dépendait d'accords secrets, fragiles comme du verre. C'est aussi à cette époque que j'ai découvert la trahison la plus douloureuse. El Lobo, mon lieutenant, celui que j'avais fait libérer lors de l'opération Tormenta Purpura, avait été capturé de nouveau. Cette fois, il n'avait pas résisté. Les fédéraux l'avaient torturé, puis brisé, menaçant sa petite fille. Il avait fini par collaborer. Chaque information qu'il donnait démantelait un peu plus mon cercle, exposait mes caches, détruisait mes routes de fuite. Quand j'ai appris que c'était lui, mon cœur s'est fendu. El Lobo n'était pas qu'un soldat, c'était mon frère d'armes, celui qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois. Mais en le voyant agenouillé devant moi, les yeux remplis de larmes, il n'a pas nié. Reina, m'a-t-il dit, tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est de voir ta fille menacée. J'aurais dû l'exécuter. C'était la règle, la seule qui maintenait notre monde debout. Mais ce soir-là, je n'ai pas pu. J'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai donné 24 heures pour disparaître avec sa famille. J'ai cru faire preuve d'humanité. En vérité, j'avais signé mon arrêt de mort. Car en laissant vivre un traître, je laissais aussi vivre une fissure mortelle dans mon empire. À partir de ce moment, la toile invisible s'est resserrée autour de moi. Mes informateurs disparaissaient. Mon refuge était découvert, mes communications interceptées. Ce n'était pas seulement la trahison d'El Lobo, mais aussi l'État lui-même qui avait décidé de me neutraliser. Un groupe spécial avait été créé avec un seul objectif, capturer ou éliminer la reine. Je me croyais la maîtresse du jeu, mais je n'étais qu'une pièce sacrifiable. Les véritables patrons n'étaient pas dans les rues.
mais dans les bureaux climatisés, signant des contrats et des lois. Nous, les sicarios, n'étions que leur ombre, leurs bras, armés leur diversion. Ce soir-là, j'ai compris une chose terrible. Ma légende si redoutée dans les rues n'était qu'un masque. Le vrai pouvoir restait caché, invisible, protégé par les mêmes institutions qui prétendaient nous combattre. Et moi, reine d'un royaume de cendres, je n'étais qu'une marionnette de plus prête à être brûlée quand l'heure viendrait. Il y a une vérité que j'ai appris trop tard. Plus on grimpe haut, plus la chute est brutale. Pendant des mois après Tormenta Purpura, je vivais comme une souveraine. Mais chaque victoire avait planté une graine de malheur. Les fédéraux s'organisaient, mes informateurs disparaissaient. Et l'ombre de la trahison me suivait partout. Le 12 août 2019, l'orage est tombé sur moi. J'étais dans un ranch à Mujika, une propriété héritée de ma famille, mon dernier refuge. Le soir, le ciel s'était assombri d'une façon étrange, comme si même les nuages pressentaient le drame. Quand les premiers hélicoptères ont survolé la zone, j'ai compris. L'État avait lancé son offensive finale. En quelques minutes, le ranch a été encerclé. Des pick-up blindés, des dizaines de soldats policiers et fédéraux. On aurait dit qu'ils partaient en guerre contre une armée entière, alors que nous n'étions que 6 à l'intérieur. J'avais à mes côtés 5 jeunes sicarios loyaux jusqu'à la mort. Ils savaient que c'était perdu d'avance, mais aucun n'a reculé. Reina jusqu'au bout, m'a dit l'un d'eux en chargeant son fusil. La fusillade a éclaté comme un tonnerre. Les murs de la maison tremblaient sous les impacts. Les vitres volaient en éclats. L'air se remplissait de poussière et de cordite. Pendant 4 heures, nous avons résisté. Chaque minute gagnée me paraissait une éternité. Je tirais sans relâche, changeant de position, ordonnant aux autres de tenir les angles. Mais la vérité, c'est que nous étions submergés. Chaque cartouche tirée nous rapprochait de la fin. Un moment, j'ai vu l'un de mes garçons tomber une balle dans le cou. Il s'est étouffé dans son sang en me regardant. Ses yeux me suppliaient de ne pas l'abandonner. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas eu le luxe de pleurer. Un autre est tombé quelques minutes plus tard. Mon royaume se réduisait à un champ de ruines et de cadavres quand les munitions se sont épuisées et que les grenades lacrymogènes ont envahi les pièces. J'ai pris ma décision. Mourir en héroïne ou vivre en prisonnière. Je savais que si je me laissais tuer, ma légende serait intacte, mais mon histoire s'arrêterait là. Si je survivais, je pourrais au moins raconter la vérité. Alors pour la première fois depuis des années, j'ai choisi la vie plutôt que la gloire. Je suis sortie les mains en l'air, le visage couvert de sueur et de cendres. Les projecteurs des hélicoptères m'aveuglaient. Les cris des soldats m'encerclaient. Ils hurlaient mon nom. C'est la reine, c'est elle. Ils m'ont jeté au sol, menotté, traîné devant les caméras. J'étais à la fois une proie capturée et un trophée exhibé. En prison, le temps a perdu son sens. Les murs froids, l'odeur d'humidité, les nuits interminables. Mais le plus dur n'était pas la cellule. Le plus dur était la solitude. Les fantômes de mes victimes venaient me visiter, les regards de mes hommes, tombés au combat, me hantaient. Chaque sirène au loin me rappelait les nuits de guerre. Chaque bruit métallique me faisait sursauter. Puis il y eut la visite de ma sœur Esperanza. Elle n'était jamais entrée dans mon monde, jamais. Elle avait vécu une vie honnête, loin de mes ténèbres. Quand elle m'a vue derrière les barreaux, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a seulement regardée avec une tristesse si profonde que mon cœur s'est fissuré. Anna, m'a-t-elle dit doucement, comment as-tu pu vivre avec tant de secrets? Je n'ai pas eu de réponse. La chute de la reine n'a pas
été une balle, ni une trahison seulement. Ce fut ce regard. Celui de ma sœur qui en une seconde m'a montré que j'avais perdu bien plus que ma liberté. J'avais perdu la seule personne qui m'aimait sans condition. Aujourd'hui, je ne vis plus dans les ranchs entourés de sicarios, ni dans les villas où l'alcool coulait comme des rivières. Je vis dans une petite ville anonyme loin de Michoacán, loin des cris et des rafales. Mais peu importe où je me cache, la vérité me poursuit. On ne quitte jamais vraiment ce qu'on a été. Moi, je suis, et je resterai la reine. Même si ce nom est désormais une malédiction. J'ai passé 5 années derrière les barreaux. 5 années à me regarder dans un miroir sale, à me demander si le sang sur mes mains disparaîtrait un jour. Les autorités m'ont libérée pour bonne conduite parce que j'avais accepté de livrer des informations anciennes, déjà obsolètes. Mais je n'ai jamais dénoncé mes frères encore actifs. Pas par loyauté, non, la loyauté s'était brisée depuis longtemps, mais parce que je savais que trahir à nouveau n'aurait fait qu'alourdir mes chaînes intérieures. Dans la rue, personne ne me reconnaît. Je paie mes impôts. Je tiens un petit commerce. Mais à chaque sirène qui hurle, à chaque moto qui passe trop vite, mon cœur s'arrête un instant. Les fantômes ne m'ont jamais quitté. Les visages de ceux que j'ai tués reviennent la nuit. Les pleurs des enfants orphelins résonnent dans mes rêves. Je me suis construite un présent calme, mais je marche chaque jour avec le poids d'un passé irrévocable. La rencontre qui m'a le plus marquée après ma libération fut celle avec la fille d'El Coyote, l'homme que j'avais exécuté de mes propres mains. Elle avait 18 ans quand elle m'a écrit une lettre. Ses mots tremblaient, mais portaient une maturité que je n'aurais jamais imaginée. Je sais que vous avez tué mon père, mais je sais aussi que vous nous avez protégés. Je veux comprendre. Quand je l'ai vu, ses yeux étaient ceux de son père, mais sans la haine. Elle n'est pas venue pour m'accuser ni pour se venger. Elle est venue pour chercher la vérité. Et ce jour-là, pour la première fois en des années, j'ai pleuré. Parce qu'au milieu de toutes mes abominations, il restait une étincelle de ce que j'avais été, une femme qui, malgré tout, avait un code, qui n'avait jamais voulu que les innocents paient pour les crimes des adultes. Ai-je des regrets? Oui. Je regrette les familles détruites, les enfants privés de leur père, les mères en deuil. Je regrette d'avoir plongé ma propre sœur Esperanza dans une douleur que rien n'effacera. Mais je ne regrette pas d'avoir montré au monde qu'une femme pouvait être stratège, qu'elle pouvait régner dans un univers dominé par les hommes. Je ne regrette pas d'avoir prouvé que l'intelligence pouvait être plus redoutable que la force brute. Pourtant, ce triomphe est amer, parce qu'au fond, le pouvoir que j'ai connu était une illusion. Il me donnait l'impression d'être invincible, mais il m'a laissé seul, craqué, abandonné. Le prix du pouvoir n'est pas la gloire, mais la solitude. Le prix de chaque décision, c'est une cicatrice qui ne guérit jamais. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour être pardonné. Je sais que je ne le mérite pas. Ce n'est pas non plus pour être comprise. Je sais que mon histoire est faite d'ombres et de sang. Je parle pour que la vérité soit connue, pour que l'on sache ce qu'a vraiment été la nuit de Tormenta Purpura et ce qu'elle a coûté pas seulement aux ennemis tombés, mais à moi, à ma famille, à tout un peuple qui vit encore dans la peur. Je suis la reine. J'ai paralysé un État. J'ai libéré des prisonniers. J'ai signé des arrêts d'ordre de mort. Mais au final, je ne suis qu'une femme marquée à jamais par ses propres choix. Et si j'ai appris une seule chose dans ce voyage, au cœur des ténèbres, c'est celle-ci. Les vrais patrons, les vrais maîtres de ce monde restent toujours invisibles.